Nous sommes maintenant avec Nicolas Touchard qui est responsable marketing chez DxO Labs. Donc DxO Labs qui est présent sur le salon mais pas pour présenter DxO Optics Pro, je crois pas. Non, tout à fait. Sur ce salon, nous présentons des produits à la destination de l'industrie du mobile, et plus particulièrement des technologies qui permettent la réalisation de modules intégrés dans les mobiles aujourd'hui, donc des modules caméra, pour lesquels nous fournissons des technologies de traitement et des technologies d'optique qui permettent de réaliser donc, des caméras modules de plus petite taille, de meilleure qualité et qui sont en accord avec les contraintes de fabrication actuelles. Donc concrètement, vous fournissez et du logiciel et vous vous intéressez à la partie optique. En fait, depuis les débuts de DxO, nous sommes focalisés sur le co-design optique et algorithmie. Et par le biais de cette technologie, on peut concevoir des modules optiques qui sont soit de plus petite taille, soit de meilleure ouverture, donc de plus grande sensibilité à la lumière, soit de coûts moindres, et en particulier qui permettent de tenir dans les épaisseurs extrêmement contraintes des plateformes mobiles actuelles, que ce soit les mobiles standards ou les smartphones. Et quels sont vos clients pour l'instant dans ce domaine ? Alors, un certain nombre de clients annoncés, un certain nombre de clients non annoncés, mais on a un client important pour nous, c'est ST, pour lequel on a réalisé un certain nombre de modules. Nous avons un accord également avec Marvell, qui est une société donc, qui réalise des chips, qui est une société américaine. Nous avons également un accord avec Aptina sur un certain nombre de technologies. Donc Aptina, c'est un des gros fabricants de capteurs. C'est un concurrent d'Omnivision, c'est ça ? C'est un des concurrents d'Omnivision. Il y a quelques fabricants de capteurs, enfin quelques petites dizaines de fabricants de capteurs dans le monde. Aptina, Omnivision, Sony, Toshiba sont parmi les leaders. Aptina est une société qui est extrêmement bien placée, mais on a également d'autres accords avec d'autres fabricants de capteurs dont je ne peux pas vous donner les noms. D'accord, secret industriel. Exactement. Alors justement, c'est un domaine, on a l'impression qu'il a beaucoup évolué la photographie embarquée dans les smartphones. Il y a simplement quelques années, on ne pouvait pas imaginer arriver à faire des images correctes à partir d'un smartphone. Aujourd'hui, avec nous ce qu'on connaît, l'iPhone 4, on arrive à faire d'excellentes images, d'excellentes vidéos. Est-ce que pour vous, c'est encore un domaine où il y a beaucoup de marge de progression, notamment en termes de, d'augmentation du nombre de pixels ou de sensibilité améliorée ? Alors, il y a certainement une marge de progression. Aujourd'hui, on annonce par exemple des capteurs avec un pixel de 1,12 microns. Samsung vient d'annoncer cela. C'est une annonce. Le capteur, quand il va sortir exactement, c'est pas encore très clair. Mais on sait que ça arrive. Ça veut dire qu'on va avoir encore plus de pixels. Donc la course aux pixels, finalement, elle va continuer encore un petit peu sur les caméras phones. On a aujourd'hui donc des 5, des 8 de manière 5 ou 8 mégapixels de manière assez courante, peut-être un peu plus. Toujours est-il que le pixel et la très petite taille du pixel fait que le besoin en traitement, le besoin en filtrage du bruit de tel pixel va croissant. Donc en fait c'est pour nous un bon axe de croissance de nos produits et de nos technologies sur ce secteur. Oui, ce qu'il faut expliquer en fait, c'est que quand on multiplie le nombre de capteurs et qu'on réduit la taille des capteurs, on augmente le bruit entre les capteurs, c'est ça ? En fait, assez simplement, plus votre pixel est petit, moins il va capturer de photons. Et on arrive à des nombres de photons, donc de grains de lumière qui sont capturés par chaque pixel, qui sont tellement faibles qu'on a des erreurs statistiques et il y a une sorte d'erreur de comptage, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, le pixel, il ne compte pas très bien et il y a une erreur assez importante. Et cette erreur, c'est du bruit. C'est-à-dire que le signal, au lieu d'être à une valeur fixe et bien déterminé de photons, il va varier d'une quantité importante. Et donc, apparaît sur les images finales un bruit, c'est-à-dire une sorte de granulosité qui est dommageable à la qualité. Et il y a aussi autre chose qui intervient, c'est qu'on a aujourd'hui une taille de pixels qui est voisine qui est en deçà du plus petit point lumineux que peut résoudre une optique. Donc en fait, on a atteint un niveau de pixels qui est presque, qui est au-delà de la limite de l'optique. Donc il va falloir faire un certain nombre de traitements pour que l'information de ce pixel ait réellement une valeur au niveau de l'image.
Donc ça pose quand même un certain nombre de challenges. Et ça tombe bien pour vous finalement. Et ça tombe assez bien pour nous. Les challenges en épaisseur aussi sont extrêmement importants. Or, qu'est-ce que ça veut dire maintenir une épaisseur extrêmement fine? Ça veut dire peu de lentilles. Hein. Si vous comparez un 50 mm dans un appareil photo standard, il y a 7 ou 8 morceaux de verre. Bon, dans un caméraphone, vous en avez 3. Vous ne pouvez pas empiler plus de verre que l'épaisseur du verre lui-même. Or, pour qu'un système optique fonctionne, il faut qu'il y ait de l'air entre chaque élément de verre. Donc vous avez vraiment des contraintes extrêmement faibles et la nécessité donc d'avoir peu de lentilles est extrêmement critique. Or, notre techno à nouveau de co-design optique traitement permet justement de réduire le nombre de lentilles, d'obtenir des formes qui sont moins contraignantes d'un point de vue mécanique. Et donc sont particulièrement adaptés pour les mobiles, étant donné l'évolution de ces plateformes aujourd'hui. Et alors chez les fabricants de smartphones, vous êtes en contact avec Apple par exemple? On est en contact avec Apple, on est en contact avec HTC, on est en contact avec HTC par exemple, le client d'un de nos produits. Donc on est en contact avec Motorola, on est en contact avec Nokia, on est en contact avec tous les fabricants. Alors nous ne vendons pas directement, nous, aux fabricants de handsets, de mobiles. On commercialise nos technologies auprès de fabricants de composants, donc fabricants de modules, fabricants de capteurs, fabricants de circuits, de chips et fabricants d'optiques. Mais évidemment, on fait une promotion et une démonstration de nos technologies aux fabricants de handsets. Et on a aussi des produits annexes comme des produits de mesure et de mesure de la qualité d'image que nous commercialisons aussi auprès de ces fabricants. Ça leur permet de mieux comprendre la qualité d'image et parfois de mieux comprendre comment nos technologies peuvent les aider. C'est toujours un peu le même métier finalement que celui que vous déployez sur des XO Optics Pro, c'est-à-dire calibrer très précisément un système, ses défauts et les corriger de manière logicielle. Exactement. Pour ces deux activités, pour ces deux business, que ce soit le business embarqué, ce qu'on appelle embedded imaging chez nous, ou le business prosumer, donc c'est le software pour les photographes et les amateurs, experts, photographes. Dans les deux cas, la démarche est la même, c'est une caractérisation extrêmement précise de l'optique et du capteur, une modélisation des défauts optiques, des défauts du capteur, et ensuite un traitement qui va compenser l'ensemble de ces défauts. Donc les démarches sont technologiquement assez similaires. Évidemment, les contraintes que vous avez dans une plateforme mobile sont un peu autres que celles que vous avez sur un PC ou sur un Mac. Bon, sur un PC, vous pouvez affecter beaucoup d'opérations par pixel. Sur un processeur embarqué dans un caméraphone, il faut se calmer comme vous dites. On va être très limité en nombre d'opérations par pixel. Pourquoi? Parce que le temps de calcul, le nombre de tops d'horloge et la puissance, ainsi que la capacité mémoire sont extrêmement réduites. Donc il va falloir tenir compte de ça. Donc ça nous permet donc de nous focaliser sur deux aspects importants dans l'image. C'est d'abord de l'algorithmie sophistiquée pour résoudre les problèmes et ensuite s'assurer que cette algorithmie s'implémente dans une plateforme extrêmement contrainte. Parce que vous pouvez faire des algorithmes merveilleux, mais si il vous faut plusieurs heures pour obtenir le traitement, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut vraiment travailler sur les deux axes. Et alors pour en revenir un petit peu à votre produit grand public des XO Optics Pro, d'abord est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment se ventile votre clientèle entre les deux plateformes sur lesquelles vous vous trouvez, à savoir le Mac et PC? En fait, on a une proportion d'utilisateurs Mac assez importante, mais néanmoins moins importante que le PC. Je crois que c'est de l'ordre de 20% de tête, parce que je vous avoue que je suis pas... j'ai pas les chiffres exacts sur cette répartition. Donc, alors, il y a moins de Mac, mais dans le domaine de la photo, effectivement, le Mac est important. Donc, on a quand même pas mal d'utilisateurs Mac. Et on essaie effectivement de bien coller aux contraintes de la plateforme, à l'ergonomie de la plateforme et de faire des versions qui s'adaptent bien aussi bien au monde du Mac qu'au monde du PC. Sûrement une question à laquelle vous ne voudrez pas répondre, mais quelles sont les évolutions qu'on peut attendre de XO Optics Pro dans les temps à venir? On a des améliorations à faire sur la vitesse, donc on continue à optimiser et comme je disais tout à l'heure, comme on a quand même
une bonne capacité à optimiser les algos. On est en train de mettre en place ce type de techno pour booster les temps de traitement. On continue aussi à travailler sur l'amélioration de notre converteur pour encore mieux traiter les problèmes de bruit. De plus en plus, les photographes shootent à des speeds élevés. On a des appareils aujourd'hui qui montent même jusqu'à 100 000 avec certains Nikon. Bon, certains se demandent si c'est vraiment réaliste. Toujours est-il qu'on arrive quand même à avoir des images et de plus en plus, les photographes aiment effectivement éviter le flash et pouvoir prendre dans tous les environnements. Donc c'est vraiment important qu'on reste au top de ce côté-là. Et donc on améliore continuellement notre converteur. Et on a, à mon avis, des résultats en termes de débruitage et de qualité du rendu des couleurs derrière qui sont vraiment plutôt exceptionnels. Surtout quand on comprend bien que notre produit marche de manière automatique. Si vous prenez d'autres plateformes, d'autres logiciels de retouche ou de correction, la plupart du temps c'est manuel, il faut régler des curseurs, il faut jouer sur des couches. Avec les layers par exemple dans Photoshop, des choses comme ça, c'est relativement compliqué, donc il faut quand même être assez expert. Nous, le principe est simple, on a caractérisé vraiment le boîtier, on a caractérisé l'optique et les traitements sont automatiques. Donc un traitement automatique avec une qualité assez exceptionnelle, c'est un axe sur lequel on continue à travailler. On va aussi travailler notre workflow pour permettre à l'application de mieux gérer les images en entrée, de mieux gérer les formats de sortie. Donc on va améliorer également l'ergonomie et le workflow global du produit. Voilà, quelques pistes sans vous dévoiler ce que seront nos nouvelles versions que vous verrez dans l'année. D'accord. L'environnement concurrentiel sur le traitement de l'image sur les ordinateurs, il a pas mal évolué récemment, enfin relativement récemment, avec la sortie et le développement des logiciels comme Adobe Lightroom ou alors comme Aperture d'Apple. Est-ce que vous l'avez ressenti sur vos parts de marché? Est-ce que vous affrontez une concurrence qui est plus forte? Et quels sont vos avantages? Bon, vous l'avez déjà un peu dit, je pense, le traitement automatisé, mais quels sont vos avantages par rapport à vos concurrents? Au niveau des avantages, clairement, le traitement automatisé. On n'a pas de concurrence de ce côté-là. Par contre, c'est vrai que la concurrence n'est pas évidente. Je peux difficilement se le cacher. Mais on a des aficionados. On a vraiment des gens qui apprécient beaucoup notre produit, qui apprécient les rendus qu'ils peuvent obtenir assez facilement et apprécient des technologies comme le lighting qui permet de rehausser les contrastes de manière locale. Ces aficionados en fait, sont un peu les évangélistes de notre produit et nous permettent de conserver un bon segment de marché. On essaie de s'étendre et d'aller un peu plus sur le grand public, donc en utilisant, sur un public un peu plus large, en utilisant nos arguments d'automaticité qui sont à mon avis intéressants. On a aussi développé une fonctionnalité qui est très sympa et qui est maintenant assez courante, mais on l'a fait de manière originale. On a fait un HDR en une image. L'HDR, c'est quelque chose qui est assez à la mode en ce moment. Il y a même voire survendu. Voire survendu, vous avez sur l'iPhone. Là, on a fait, nous, un HDR mono-image. Et on a la crédibilité de le faire parce qu'en fait, c'est une extension de notre techno qu'on faisait déjà, qui est DxO Lightning, qu'on a poussé un petit peu pour pouvoir offrir un look HDR. Et ceci de manière hyper simple, puisque vous le faites avec une image, vous n'avez pas besoin de prendre 3 shoots et de les combiner. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui, à mon avis, satisfait aussi bien des photographes assez avertis que des photographes plus grand public. On descend aussi un petit peu en termes de boîtier pour traiter des boîtiers, donc des hauts de gamme, des compacts haut de gamme. Ça a un certain succès parce que, d'une part parce que certains de nos clients sont des photographes assez chevronnés, ils ont un réflexe, et puis en plus ils ont un DSC, un compact, parce que quand ils sont en voyage, ils veulent quelque chose de toujours disponible.
Et j'ai encore ici croisé bon nombre d'ailleurs de clients, ce qui est assez intéressant parce que souvent effectivement les gens me posent la question mais qu'est-ce que vous faites sur un salon mobile, parce qu'on est plus connu sur notre produit Optix Pro, et ils me demandent soit tel ou tel support de tel ou tel boîtier, ou me disent apprécier le fait qu'on supporte ce type de boîtier. Donc ça et ça me permet d'ailleurs de vous dire qu'on a aussi développé un axe extrêmement important cette année, c'est qu'on a renforcé notre capacité de production pour pouvoir couvrir beaucoup plus de boîtiers, beaucoup plus de lentilles, et ceci de manière beaucoup plus rapide qu'autrefois. Donc arriver à charter rapidement plus de boîtiers, plus d'optiques. C'est vraiment un axe cette année, et donc on est à 2006 ou 2700 modules aujourd'hui, on devrait avoir 5000 d'ici la fin de l'année. Donc, sachant qu'on a mis 4-5 ans pour avoir les 2005, si on arrive à 5000 à la fin de l'année, ça veut dire qu'on a vraiment boosté notre capacité de production. Prendre mieux en compte donc, les optiques les plus récentes, les derniers boîtiers, et s'assurer qu'effectivement nos clients ne sont pas déçus, parce que c'est parfois le cas. Alors ils sont agréablement contents de voir leur boîtier supporté, mais telle ou telle optique ne l'est pas. Et ça, on veut faire un effort particulier pour s'assurer qu'ils aient la couverture du maximum de matériel possible. Vous avez devancé une de mes questions désagréables, mais j'en ai encore deux en stock pour vous. La première, c'est l'éventuel différentiel de temps de sortie entre la version Mac et la version PC. C'est une chose sur laquelle les gens se plaignent assez fréquemment, en tout cas chez Mac Forever. Est-ce que ce différentiel de temps va être amené à se réduire ? Oui. D'ailleurs, on a en interne pour objectif de faire en sorte que les sorties Mac et PC soient simultanées. Donc la réponse est oui. Merci. Et puis alors seconde question, là aussi peut-être un peu désagréable, une plainte assez récurrente et peut-être une question qui est plus complexe qu'il n'y paraît, c'est la question de la lourdeur de votre protection. Quand on s'intéresse au phénomène du piratage, on est vraiment pris en ciseaux entre deux dimensions qui sont relativement opposées. D'un côté évident, on veut protéger sa propriété intellectuelle et vendre ses logiciels. Et puis, d'un autre côté, on sait aussi que le piratage, et ça commence même à être mesuré par, notamment sur les plateformes mobiles comme iOS, on sait aussi que le piratage induit un phénomène de bouche à oreille qui contribue à ce que le logiciel se répande en fait. Et voilà. Et alors, quelle est votre position là autour ? Est-ce que votre schéma de protection va rester relativement rigide, ou est-ce que vous allez l'assouplir ? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, grosso modo ? Bon, c'est une question que l'on aborde souvent en interne. On a pour l'instant décidé de poursuivre avec le système de protection de notre produit. Bon, c'est vrai que ça peut avoir un effet viral de le laisser se reproduire, j'allais dire, seul, et c'est pas forcément évident. Pour certains, ça a été un succès, pour d'autres, ça l'a pas été. Vous avez des sociétés qui ont essayé ces modèles-là et ça n'a pas forcément marché. Donc pour l'instant, on est sur cette politique. Ça ne veut pas dire qu'on n'évoluera pas, mais c'est notre politique. Par contre, si un client a un souci ou un problème d'install, on a un service support personnellement, lorsque je reçois des demandes ou lorsque les équipes reçoivent des demandes, on est vigilant à réagir rapidement et à faire en sorte que les gens puissent installer leur logiciel. Donc je dirais que bon, c'est vrai, c'est un problème. Il y a deux stratégies possibles. Nous, on a maintenu celle-ci. On pourra néanmoins un jour évoluer, mais pour l'instant, on est sur cette politique. Et j'espère qu'au moins avec le service client, on ne fera pas de déçus et que les gens pourront faire tourner leur application sans problème. Très bien, merci beaucoup pour la qualité de vos réponses. Je vous en prie. Merci.